Oui, allô? Oui, Monsieur Wilfried Goel? et lui-même. Bonsoir, vous êtes en direct sur la web radio Hauteville Lumière. Oui, bonsoir. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la web radio. C'est très gentil Je vous en prie. de votre part. Donc C'est tout à fait normal. je vais un petit peu récapituler un peu votre... Enfin, mais vous êtes très connu, mais je vais récapituler un petit peu. Vous êtes né le 12 octobre 1968 Oui. à Cherbourg. C'est ça. Donc vous évoluez avant au poste d'attaquant. Vous avez évolué à Valenciennes, à Strasbourg, à Bastia, à Cannes, et un petit passage à Portsmouth et à Changchun. Changchun en Chine. Ouais, c'est ça. Et vous avez été formé aussi en Normandie, à Octeville, à Hague-Sport. Puis, Octeville Export, je suis passé par Saint-Lô et ensuite, avant de partir à Valenciennes, j'ai fait un petit court séjour à Caen aussi. D'accord. Bah, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces passages-là au tout début de votre carrière, tout ça, à Octeville, Hague-Sport, où le président était votre papa, je crois. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et on est là. Je suis issu d'une famille qui est effectivement très sportive, dans différents domaines. Il y a eu dans le saut en hauteur, il y a eu dans le football, il y a eu dans le basket, il y a eu dans la natation, dans l'arbitrage international de football, Jacques Ferrari pour ne pas le nommer, et puis plein d'autres choses, dans la course à pied. Et puis moi effectivement, étant donné que j'étais issu d'une famille sportive, j'ai pris le relais. Et donc mon papa était président, j'ai fait mes classes à Octeville-Cherbourg pour ensuite aller à Bressé dans un sport-études, sport-études Bressé qui est un excellent sport-études, avant de pouvoir intégrer le centre de formation de Valenciennes. D'accord. Valenciennes en Zin, Oui. vous avez fait pas mal d'années aussi, de 1985 à 1993. C'est ça, 8 ans. Et il y avait eu, peut-être, je pense que vous en souvenez, Léon Desmenet. Déméné. Pardon. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Michel Morneau, de ces gens-là? Michel Morneau a été effectivement la personne qui m'a fait venir à Valenciennes, donc je lui dois effectivement une fière chandelle. Et puis Léon Desmenet était le premier entraîneur pro à m'accepter dans son groupe, et quand c'était en 86, j'avais fait ma première apparition dans le groupe professionnel, et c'était lui aussi par la suite qui avait failli me faire signer à Monaco. D'accord. Mais ça, c'était un petit peu plus tard. Donc je dois effectivement à ces gens-là, ainsi que Daniel Leclerc, parce que c'est lui qui m'a fait jouer mon premier match professionnel contre Amiens. Et Daniel a été vraiment le lanceur et qui a pu me permettre de mettre le pied à l'étrier du football professionnel, officiellement. Et avec Valenciennes, vous avez été aussi vice-champion de Division 2, si je me trompe pas. Oui, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais effectivement, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe A et le groupe B. Et l'année où nous sommes montés, on était champion du groupe A et l'autre était Strasbourg, champion du groupe B. Et quand nous avions effectivement fait un match l'un contre l'autre, c'est Strasbourg qui avait gagné. Donc on était finalement vice-champion tous les deux, mais vainqueur de notre championnat personnel de groupe A. D'accord. Et et Valenciennes, il y a eu aussi un peu, à la fin, on se souvient un peu tous, on va pas trop en parler, mais vous pouvez parler un petit peu de l'affaire Valenciennes-Marseille. Cette fameuse, effectivement, ce fameux match contre l'OM, qui, effectivement, n'est pas un excellent souvenir. Maintenant, avec le recul, on peut en parler très librement parce que tout a été dit. Mais ça a été effectivement une période un peu délicate dans le sens où mon club de cœur, mon club formateur a quand même été touché de plein fouet par la corruption et en tant que jeune, même si on n'est pas très très mature, on en veut vraiment à ces joueurs qui ont accepté de l'argent pour
pour le métier. Moi, je ne considère pas le sport en général sous cette forme. Donc, effectivement, j'en avais vraiment voulu à Bourruchaga et Robert, qui étaient les deux seuls précurseurs à accepter cette magouille. Et il s'avère que 2 jours ou 3 jours après avoir su tout ce qui s'était passé, notre président Pincas à l'époque avait voulu réintégrer Robert et Bourruchaga dans le groupe parce qu'il nous restait encore un match. Il nous restait 2 matchs de championnat avec Valenciennes pour pouvoir se sauver de la relégation. Et j'avais été, du haut de mes 21-22 ans, le seul à m'être exprimé à l'encontre de ces 2 joueurs pour qu'ils restent sur le banc de touche et qu'ils surtout ne rentrent pas et ne reviennent pas sous les couleurs de Valenciennes parce que j'estimais qu'ils avaient trompé tout le monde et qu'ils n'avaient pas du tout la possibilité pour moi, à mes yeux, de redorer le blason valenciennois. D'accord. Et après, effectivement, j'avais été soutenu par toute l'équipe. Mais j'en voulais un petit peu et j'en veux encore à certains membres de l'équipe qui étaient des anciens à l'époque, qui n'avaient pas osé défier Bourruchaga et Robert et le président contre ces joueurs-là. D'accord. Voilà. Et sinon, pour résumer un petit peu. D'accord. Et là, Valenciennes, c'est vrai que actuellement le club valenciennois est un petit peu dans la panade, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire vous pensez que ça va s'arranger ou vous savez, quand on descend d'une division et qu'on a une équipe comme Valenciennes avec des moyens qui sont très très raisonnables, je dirais. Si effectivement on n'a pas les bons joueurs à ce moment-là pour pouvoir rebondir de suite, c'est vraiment pas facile parce que la D2, je l'ai connue, j'ai connu beaucoup la D1, mais j'ai aussi connu la D2. Et effectivement, c'est un championnat qui est très très difficile et qui est complètement différent de la D1, de la L1, pardon. Donc, si on n'a pas la chance de rebondir de suite pour remonter, c'est vraiment pas facile. Et puis là, je vois cette année le classement de Valenciennes qui doit être 16e ou 17e, je crois, du championnat actuellement. Oui, tout à fait. Ça va pas être facile de remonter. Pourtant, avec le nouveau stade qui a été construit à Valenciennes, avec cette ville qui effectivement est une ville de football, avec ses supporters qui sont toujours nombreux, c'est vraiment dommage parce que Valenciennes mérite une équipe au plus haut niveau. D'accord. Et ensuite, vous avez continué votre carrière. Vous êtes parti au RC Strasbourg. Vous avez choisi plus le choix des copains, des amis. Il y avait un certain Franck Leboeuf, Keller et Cobos, plutôt que le choix sportif que les Girondins de Bordeaux. Mais bon, le RC Strasbourg est un bon club aussi. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce choix? De cette période. Alors, ouais, c'est vrai que quand je sortais de Valenciennes, j'avais plusieurs possibilités, dont Bordeaux et dont Strasbourg. À l'époque, j'étais en équipe de France A', ça existait encore. C'est la réserve de l'équipe de France, et j'étais aussi en équipe de France olympique. Donc j'avais connu effectivement de très près Franck Leboeuf, José Cobos, Marc Keller et David Régis, qui était mon coéquipier à Valenciennes. Nous étions dans la même équipe de France. Et il s'avère que on pouvait, avec ce choix de Strasbourg, tous se retrouver. Alors qu'effectivement, on voyait à côté les Girondins de Bordeaux avec certains comme Lizarazu, comme Zizou, comme Yaz, enfin comme Yazid, Zizou, Zidane pour pas le confondre, Dugarry, Dug. Et ces gens-là, je les connaissais pas. C'est vrai que c'était des très très bons joueurs que je côtoyais en tant qu'adversaire, mais je ne les connaissais pas personnellement. Et donc du coup, j'ai choisi effectivement le côté cœur plutôt que le côté financier ou sportif. Après, ça a été un choix très personnel. Je ne regrette pas. Il s'avère qu'effectivement, si j'avais choisi, avec le recul maintenant, si j'avais peut-être pu choisir Bordeaux, j'aurais peut-être eu une autre carrière et peut-être été appelé en équipe de France A, car Bordeaux avait eu cette opportunité de donner des joueurs tels que Dugarry,
Zizou et Dugarry, Zizou et Lisa, qui étaient quand même trois éléments essentiels de l'équipe de France. Et si j'avais pu en faire partie, je m'en serais pas caché. Voilà. Donc, mais ça a été un choix. Voilà, faut pas le regretter. Je me suis fait plein d'amis là-bas. Quand même, sur les 3 ans, j'ai quand même fait une finale de Coupe de France. J'ai quand même fait une 8e de finale de Coupe d'Europe avec Strasbourg. Donc, même si c'était mitigé au niveau des résultats, je ne regrette pas. Faut jamais regretter ses choix, jamais. D'accord. Et vous n'avez pas fait 2 finales de Coupe de France, non, avec Strasbourg Non, il y a eu une finale de Coupe de France, et l'année où je suis parti, où j'ai signé à Bastia, ils ont fait une finale de Coupe de la Ligue. Ils ont gagné. D'accord. Et c'est vrai que vous avez connu l'Europe aussi avec Strasbourg. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi des matchs assez prestigieux aussi? Il y avait contre le Milan AC, non? Oui. En plus, c'était l'époque du grand Milan AC avec Georges Weah, Marco Simone, la grosse défense, j'oublie les noms, Baresi, et Costa Curta. Il y avait aussi, j'ai oublié les noms, il y avait la grosse équipe de Milan qui dominait le championnat européen, donc mondial, où malgré cette différence, on avait quand même perdu chez nous que, je ne sais pas de bêtises, 1-0, but de Georges Weah, et chez eux, on arrive à les accrocher, on perd aussi 2-1, mais on les avait accrochés, on avait donné du fil à retordre à une des meilleures équipes du monde, donc on est reparti avec une défaite, avec 2 défaites, mais malgré tout la tête haute, parce qu'on avait tout donné pour essayer de passer ce tour, mais qui était quasi impossible. D'accord. Et avec Strasbourg. Donc une très très belle expérience. Et j'ai vécu la même expérience aussi l'année d'après, le club d'après avec le Bastia. Tout à fait. Où effectivement là, on avait une grosse équipe j'ai employé un terme, de gentils voyous. pour les connaisseurs de football, on va dire des bords de faim. Et une équipe de potes, de copains, une équipe de mecs qui savaient où ils allaient. Et j'ai passé 2 ans à Bastia avec un des plus petits budgets de France. J'ai passé 2 années extraordinaires. Ça a été, je pense, dans ma carrière, les 2 années les plus solidaires, les plus agréables que j'ai pu passer, sans renier les autres, bien évidemment, au sujet de l'entente dans l'équipe. Car même les femmes entre elles, et c'est là où je souligne, entre elles, se retrouver et s'adorer, et on passe des soirées ensemble, donc c'est très très rare. Quand les femmes s'entendent bien, c'est très 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 rare. Et c'était vraiment unanime. Il n'y avait pas de joueurs, ni de femmes de joueurs mis à part. C'était vraiment une équipe. Et c'est comme ça qu'on a réussi, avec un des plus petits budgets de France, à finir 6e du championnat en 96-97 et de faire la Coupe d'Europe en 97-98. Tout à fait. Et c'est vrai qu'hier on a eu sur la web radio Shaouki Ben Saada. Donc lui il est pareil, il a été formé directement à Bastia, au SC Bastia, et il nous disait que c'était vraiment un club très familial, et que voilà. Soit on adhère, soit on n'adhère pas. Et moi j'ai complètement adhéré. J'ai tellement adhéré que j'ai gardé. Déjà mon fils est là-bas. Donc déjà c'est une grosse chose pour moi, mais je me suis fait des amis qui maintenant que je considère comme ma famille. Donc j'ai gardé vraiment un lien très très proche avec la Corse, avec Bastia en particulier, et avec les gens qui y habitent, qui sont des gens extraordinaires. Contrairement à ce que pourraient dire certaines personnes mal intentionnées, à Bastia et en Corse, on est très 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 bien reçus à partir du moment où on se mêle pas de certaines affaires qui ne sont pas les leurs. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que aussi, vous avez connu aussi la Coupe d'Europe avec Bastia, en 97, vainqueur de la Coupe, avant c'était la Coupe Intertoto, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Ce qui est dommage, parce qu'elle n'existe plus, parce que c'était quand même pour les clubs qui avoisinaient la 5e et la 7e place une possibilité de jouer pour des équipes étrangères, donc d'acquérir une certaine expérience, une certaine maturité
cultures, d'autres façons de jouer. Et c'est vraiment dommage que cette Coupe Intertoto ne fonctionne plus vraiment. C'était vraiment une belle expérience et on se serait cru à la Champions League. Pour nous, la Coupe Intertoto, c'était la Champions League des petites équipes qui avaient la possibilité d'y accéder. Et je pense que c'est vraiment dommage de ne plus y avoir accès. Tout à fait. Et ensuite, après le SC Bastia, vous êtes parti en 98 à la S Cannes. Cannes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette époque de la S Cannes de 98 à 2001? La S Cannes, ça restera l'étiquette qu'elle a pu avoir, c'est-à-dire un club formateur avec de très 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 bons entraîneurs de jeunes qui malheureusement depuis 98 a été dilapidé aujourd'hui, mais un excellent club formateur. Moi quand j'y suis allé, j'étais évidemment le plus âgé, j'avais 29 ans, 30 ans, et je jouais avec des gamins qui avaient entre 17 et 24 ans. Il y avait très peu d'anciens, il n'y avait que moi et puis Marc Libra, qui est l'ex-joueur de l'OM. Oui. Et donc on avait pour but d'essayer de les amener au plus haut niveau, au meilleur de leur forme. Mais il s'avère que cette nouvelle génération qui était cannoise était une très très bonne, de très très bons jeunes, mais qui avait oublié que le football professionnel se doit d'une certaine sobriété dans les sorties, dans les soirées un peu mondaines, dans les casinos. Et eux avaient une tendance un petit peu à oublier et s'égarer un petit peu. C'est pour ça que on n'a jamais réussi à retrouver l'élite, la Ligue 1, car on avait une équipe qui était très bonne, mais qui avait tendance à oublier du professionnalisme dans le football. D'accord. Et c'est dommage. C'est dommage. Et c'est de là qu'a commencé le déclin tout doucement de la S Cannes pour en arriver aujourd'hui à un dépôt de bilan qui les ont amenés aujourd'hui à jouer en DHR. Tout à fait. Voilà. Et ensuite... Donc, quel dommage. Quel dommage parce que la S Cannes a vraiment tous les ingrédients, tous les éléments pour former des très bons jeunes. Et ils sont en train de reconstruire la même chose, mais il va falloir du temps pour pouvoir retrouver les belles années, quoi. Tout à fait. Et ensuite, vous êtes parti en Chine, à Shanghai. Ouais. Oui. Ça a été une bonne expérience puisque j'ai vu sur certains sites que vous avez fini meilleur buteur du championnat chinois. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette année à Shanghai De cette époque chinoise, là, si vraiment je devais développer à fond, il y aurait pour 2 heures de commentaires là-bas, parce que j'y suis allé, effectivement, j'étais un des premiers à découvrir le championnat chinois, qui est professionnel. Quand j'y suis allé, c'était en 2000, 2001. Ils étaient professionnels depuis une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. Donc vous voyez, c'était pas énorme. Donc c'est un pays qui découvrait le football professionnel, qui était à tous ses débuts, donc avec plein d'imperfections, mais qui faisait son charme quelque part. Et moi, de mon expérience, la première chose qui m'est à l'esprit, c'est que je voulais donner toute mon expérience acquise durant mes 18 années professionnelles au sein du football français, pouvoir leur donner, leur apporter quelque chose. Donc j'avais été voir mon entraîneur, qui était un entraîneur chinois. Je lui avais dit en anglais, parce qu'il ne parlait pas un mot de français bien évidemment, avec un interprète, je lui ai dit si vous avez besoin d'éléments et de bagages et de soutien de ma part, ce sera avec grand plaisir que je vous apporte mon expérience. Et quand je lui ai dit ça, presque il m'a rigolé au nez. Pour lui, il était inconcevable qu'un entraîneur puisse avoir du soutien et je perds mes mots, de conseils. des conseils, pardon, merci, des conseils d'un joueur.
c'était un jeune. Parce que j'étais beaucoup plus jeune que lui. Alors je disais, bon ben voilà, j'ai compris ce que c'était que la Chine, et c'était le football amateur qui était devenu tout soudain professionnel. Et avec le charisme de la Chine, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui pense, les autres vous effectuez ce que je dis. Et voilà, c'était ça. Il y avait un chef et les exécuteurs. Les exécutants, etc., etc. Donc il était hors de question qu'ils reçoivent des conseils d'un joueur. Ce qui est dommage parce que j'aurais vraiment voulu donner tout ce que j'avais en moi pour qu'il puisse évoluer au sein du club. Et il n'a jamais voulu. Dommage. Mais par contre, qu'est-ce que c'était agréable de pouvoir évoluer là-bas parce que des pelouses extraordinaires, des stades de 80 000 spectacles, de 80 000 places, plein à chaque fois quasiment. Et même en faisant quelques erreurs, nous, en tant qu'étrangers, des erreurs techniques, des erreurs de placement, ils étaient toujours en train de nous applaudir. Donc, on avait beau faire des bêtises, des conneries, ils nous applaudissaient tout le temps. Ils connaissaient très très peu le football, et ils nous applaudissaient tout le temps. Donc, c'était vraiment, vraiment un truc extraordinaire à vivre. D'accord. Et puis, jouer devant 80 000 spectateurs tout le temps, quel pied. Bah, c'est clair. C'est clair que c'est agréable parce qu'en France, on a, enfin, certains stades ont du mal malheureusement à se remplir. Et la culture chinoise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi un petit peu? C'était différent de la France ou la nourriture? À quel niveau j'ai pas entendu, ça a coupé. La culture ou la nourriture? Ah, la culture. Voilà. Alors la nourriture, je vais vous faire rire parce que effectivement la nourriture est très différente de la France, mais elle est très très bonne. Mais effectivement, on ne sait pas toujours ce qu'on mange parce qu'il y a tout est en émincé, tout est mélangé, parce qu'on mange avec des baguettes, en pas de couteau, donc déjà préparé. Et il s'avère qu'avant les matchs, comme nous on savait pas ce qu'on mangeait, des fois on allait dans des restaurants où il n'y avait aucun menu écrit en anglais, c'était que du chinois, donc très très compliqué à choisir. Et ben ils nous faisaient manger, alors tenez-vous bien, ils nous faisaient manger la veille, le jour du match et l'avant-match, avec des McDo, des McDonald's. Oui, McDo, frites, et ketchup, mayo, etc., etc. On s'envoyait, nous en tant qu'étrangers, 3 à 4 McDo avant le match. Et ceci dit, ça nous a pas empêché d'être très bons sur le terrain, ça nous a pas empêché de fournir un très bon football, et pour moi, la chance d'être meilleur buteur, et les autres de faire de très très bons matchs et de finir second du championnat chinois. Donc c'est pour ça que je dis, des fois la diététique, bien évidemment, c'est bien pour être professionnel, mais quelque part finalement, quand je vois ce que j'ai vécu en Chine pendant un an où je bouffais des McDo avant chaque match, j'ai jamais eu aucun souci, j'ai jamais eu aucun pépin de blessure ni quoi que ce soit qui aurait pu me gâcher mes années chinoises. D'accord. Et c'est vrai que c'est une bonne aventure alors pour vous en Chine, d'accord. Oui, puis il faut pas non plus négliger l'aspect financier. Je serais idiot de ne pas en parler parce qu'effectivement l'aspect financier était quand même assez alléchant. Mais en tout premier lieu, ce que je retiens de là-bas, effectivement, c'est une expérience de vie extraordinaire, la rencontre avec des gens complètement différents et une culture différente et des gens magnifiques. J'ai rencontré des gens magnifiques là-bas. Et donc ça, c'est vrai que ça prime, ça va très très au-dessus de l'aspect financier. Même si effectivement je ne renie pas l'aspect financier, effectivement c'était vraiment très très sympa, très alléchant. D'accord. Et vous avez aussi connu une aventure peut-être un peu moins, enfin vous avez peut-être moins bien aimé. C'était à Portsmouth. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Portsmouth? Portsmouth, je suis arrivé donc juste après la Chine au mois de février pour finir le championnat. Parce qu'il était un petit peu dans la panade, il y avait quelques joueurs qui étaient partis, enfin, il y avait le président qui était en guerre avec son entraîneur, et je suis arrivé là-bas au mois de février, j'ai fait une quinzaine ou 3 semaines là-bas, et en 3 semaines j'ai vu des joueurs qui s'engueulaient sans arrêt, j'ai vu l'entraîneur qui devait se faire virer par le président qui n'assurait pas toujours les salaires, un terrain d'entraînement qui était mieux que les champs de labour où on fait pousser des carottes en France, avec un ciel en 3 semaines
D'accord. Et c'est vrai qu'en finissant meilleur buteur du championnat chinois, vous n'avez pas eu envie de continuer, même dans un club peut-être de Ligue 2 ou national, en quittant Portsmouth? Ben, alors, il faut savoir aussi que en Chine, quand j'ai fini meilleur buteur, on m'a reconduit, j'avais renégocié mon contrat une année supplémentaire. Ah d'accord. Avec même 2 années supplémentaires avec Changchun. Mais il s'avère que le dernier match, comme quoi c'est un col à la peau, le dernier match de championnat que l'on a effectué a été, à notre insu, complètement truqué. Ah oui. Parce qu'effectivement, les quelques matchs auparavant, les équipes adverses chinoises avaient acheté différents matchs. Il y avait eu des scores mais complètement hallucinants de l'ordre de 14-1, 13-0. Il y avait eu des équipes qui avaient effectivement acheté des matchs. Ce qui fait que nous avions effectivement été rétrogradés au niveau de la différence de but en 3e voire 4e position, parce que la fin de championnat était très 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 serrée. Donc le dernier match, à égal de points avec d'autres équipes, il fallait absolument qu'on gagne contre je ne sais plus quelle équipe chinoise, il fallait qu'on gagne par 5 buts d'écart. Et nous avons gagné 6-1, comme par hasard. Et effectivement, quand j'étais sur le terrain pour le dernier match, j'ai vu que l'équipe en face avait un gros souci, ils ne jouaient plus. C'était tellement flagrant que ça aurait été presque marrant. Et j'ai appris que c'était un match truqué. Ah, du coup, les instances chinoises ont relégué les 3 ou 4 équipes qui avaient triché, dont mon club. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas re-signé et continué avec l'équipe de Changchun, tout simplement. D'accord. Et en France, tout ça, à votre... Et en France, non. Quand je suis rentré, bon, j'avais pas vu mes enfants depuis longtemps. J'aurais peut-être j'ai eu des contacts avec différents clubs nationaux, mais il fallait que je redéménage. J'étais bien à Cannes, j'avais la maison, j'avais mes enfants qui étaient scolarisés, j'avais mon ex-femme, ma femme de l'époque qui était bien sur la Côte d'Azur. Et j'avais pas envie de repartir et relaisser mes enfants, donc j'ai dit voilà, j'arrête. Et je me lance avec mon meilleur ami d'enfance qui était dans les grandes affaires de restauration sur Paris, qui voulait descendre sur Cannes. Et ben voilà, on a effectivement pris une affaire ensemble qui fonctionne très très bien. Et là actuellement on est sur une autre grosse affaire sur Cannes, en plein centre de Cannes, pour pouvoir redévelopper encore nos compétences. D'accord. Donc mon après-carrière a été à peu près bien gérée. Je vais dire même bien géré. Donc je ne regrette pas le fait de rester dans le football parce que c'est vrai que le football est très aléatoire. Quand je vois plein d'anciens potes à moi qui galèrent, qui changent de club, etc., c'est pas facile. Tout à fait. Et là, notez qu'actuellement, vous êtes patron d'une brasserie, le Baptiston à Cannes. Vous pouvez en parler un peu. Ouais. Vous pouvez en parler. Le restaurant Le Baptistin, oui, c'est une brasserie que j'ai depuis, un restaurant que j'ai depuis maintenant presque 12 ans. Et donc, on a fait le tour, donc pour l'instant on le garde et on est en train d'investir dans une beaucoup plus grosse affaire